C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana pour les cours d'histologie, toujours avec la quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. Donc aujourd'hui nous allons continuer le cours Tana sur l'axe ou le complexe hypothalamo-hypophysaire. La dernière fois on avait fait la première partie sur l'histologie de l'hypophyse. C'était une partie qui comprenait tout sauf de l'histologie. On avait parlé de l'anatomie de l'hypophyse, on avait parlé de la microanatomie avec la distinction entre adénohypophyse et neurohypophyse, la partie glandulaire et la partie nerveuse. On avait cité les différentes parties de l'adénohypophyse, la pars tuberalis, notre lobe antérieur et le lobe médian. Et on avait cité les constituants, les composants de la neurohypophyse, la partie globalement postérieure. Lobe postérieur, qu'on appelle l'hypophyse postérieure, tige pituitaire et l'éminence médiane. Ces éléments-là permettaient de constituer l'hypophyse et il fallait avoir ce bagage-là d'un point de vue anatomique pour aborder l'histologie. L'origine embryonnaire de ces deux parties-là, de la partie endocrinienne glandulaire et la partie, on va plutôt dire glandulaire, parce que les deux ils ont une fonction endocrinienne très importante. La partie glandulaire, l'adénohypophyse, et la partie nerveuse, ils avaient deux origines embryologiques distinctes. Wahda جاتني une invagination تاع l'ectoblaste au niveau de la région stomodéale de la future cavité orale, qui nous donnait la poche de Rathke qui va ensuite donner l'adénohypophyse. L'autre, c'était une évagination tu le plancher du diencéphale, donc tu as du neuroectoblaste, du tissu nerveux, qui est en continuité avec l'hypothalamus, et même d'un point de vue histologique, c'est du tissu hypothalamique, ce sera des neurones. On va voir, ce sera des axones de neurones pour être plus exact. C'était un résumé. On avait peut-être parlé un petit peu de la vascularisation de l'hypophyse et de son impact, de son importance, de son important rôle d'un point de vue fonctionnel, permettant ainsi de transporter les facteurs hypothalamiques, les hormones hypothalamiques, des systèmes parvo- et magnocellulaires vers, respectivement, l'adénohypophyse pour le parvocellulaire et la neurohypophyse pour le magnocellulaire. Aujourd'hui, enfin de la deuxième partie, enfin de la deuxième vidéo, on va aborder en détail l'histologie, l'étude des tissus de notre. D'abord, on va commencer par l'adénohypophyse et ensuite, vers la fin du cours, on va parler brièvement de la neurohypophyse avec les différents éléments histologiques, donc le type de cellules qu'on va retrouver à ce niveau-là, avec une étude poussée en microscopie optique et en microscopie électronique TANIT. Ce cours-là, il ne vient pas de moi, donc avant de commencer le cours Tana, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement pour aide le diapo, Dr Boulif, qui n'a pas son nom sur la plaque. Elle est le début à la première slide et la dernière slide. Dr Boulif qu'on remercie pour aide le diapo, qui est, malgré sa longueur, extrêmement bien fait et qui est un fait quelques questions, des QCM, des questions, permettant ainsi de tester la connaissance, enfin les connaissances de l'étudiant et sa compréhension tout au long du cours. Des QCM et des questions, on va y répondre bien sûr. C'est des différentes questions, c'est bon, en fait, le diapo. On va y répondre et réexpliquer les notions. Et on a besoin de réexpliquer pour pouvoir aller. Donc on commence avec l'histologie de la partie glandulaire, l'adénohypophyse. Alors l'adénohypophyse, d'un point de vue histologique, si on fait une coupe sur cette adénohypophyse et qu'on l'observe après coloration standard en microscopie optique, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer une glande d'aspect trabéculaire non orienté, constituée donc de cellules glandulaires qui vont former des cellules, des cordons cellulaires. Ici, on les observe essentiellement en vue transversale, en coupe transversale. Il y a certains cordons, selon l'axe longitudinal. Donc, plusieurs cellules qui vont, formant des cordons qui vont aller dans tous les sens. Ils n'ont pas une orientation définie, on dit qu'ils sont non orientés. Entre ces cordons cellulaires, on va bien sûr apercevoir un petit peu de tissu conjonctif mabénatome. Oui, bien sûr, on va voir des capillaires sanguins assurant la vascularisation de cette glande.
Donc ici, on a un schéma qui nous montre le cordon cellulaire. C'est un ensemble de cellules jointives, donc ce sont des cellules épithéliales glandulaires qui ont une activité sécrétrice, qui vont sécréter des hormones de nature protéique dans le sang, des cellules endocrines à proprement parler. Ces cellules-là, donc, on a plusieurs types, on va retrouver plusieurs types derrière un même cordon. Et ces cellules-là, ils auront des proportions différentes, des hormones différentes et une localisation au niveau de la glande différente. Donc, tu aperçois plusieurs cellules avec des grains de sécrétion de couleurs différentes, symbolisant les différentes hormones qui sont sécrétées par l'adénohypophyse, entourées par un peu de tissu conjonctif, symbolisé en jaune, et les capillaires sanguins, ici fenêtrés, permettant ainsi de récolter les hormones. Donc, quels sont les types de cellules qu'on va retrouver au sein d'un même cordon? On va retrouver 5 types de cellules sécrétrices. On aura des cellules AGH, on aura des cellules à prolactine, on aura des cellules à TSH, des cellules à FSH-LH et des cellules à ACTH pour ne citer que. Parce que les cellules à ACTH font partie d'un groupe de cellules un peu plus diverses et complet. 5 donc types de cellules sécrétrices auxquelles on va ajouter des cellules qui sont visibles ici en centrale, qui n'ont pas de grain de sécrétion fait le schéma. Ce sont des cellules qui ont l'air d'être indifférenciées. Ce sont des cellules qui ne se sont pas encore différenciées, qui ont la capacité, qui ont déjà des propriétés phagocytaires, mais qui peuvent tenir de se différencier en cellules sécrétrices, permettant ainsi donc d'adapter la glande aux différentes situations et circonstances. Ce qui va nous intéresser, le cordon cellulaire, l'adénohypophyse, c'est chaque type cellulaire. On va étudier chacun des types cellulaires en microscopie optique, en microscopie électronique, nous voyons l'ultrastructure et les caractéristiques avec les caractéristiques de leurs hormones et leurs effets sur les glandes périphériques et le système endocrinien de notre organisme. Mais avant de parler de chacune de ces cellules, on va dans l'ordre chronologique des termes. Il faut savoir que faut d'abord savoir comment est-ce qu'on a identifié et étudié les cellules. Euh, on sait que les cellules se trouvent au niveau de l'adénohypophyse et on a remarqué même qu'ils avaient une disposition, une distribution spécifique. La distribution n'est pas aléatoire pour les cellules de l'adénohypophyse. Généralement, les ailes latérales, donc les côtés de notre adénohypophyse, les cellules somatotrophes, c'est-à-dire les cellules AGH qui vont sécréter de l'hormone de croissance. Tandis que le centre, on trouvera beaucoup plus de cellules corticotropes sécrétant donc de l'ACTH jouant sur la cortico-surrénale. Ça, c'est un exemple juste pour nous montrer que la distribution et la localisation de ces cellules au niveau de la glande n'est pas aléatoire. Bien sûr, on va retrouver le centre, on ne va pas retrouver que des corticotropes, on va trouver d'autres types cellulaires, mais on a une distribution qui permet de connaître et de reconnaître ces différentes cellules. On sait que quand on fait une coupe histologique sur le côté latéral de notre adénohypophyse, on va retrouver beaucoup plus de cellules somatotrophes, des cellules AGH que les autres types cellulaires. Maintenant, comment est-ce qu'on a localisé les cellules? Comment est-ce qu'on les a distinguées et identifiées? D'abord, on a utilisé la microscopie optique. La microscopie optique avec les différentes colorations histologiques qu'elle nous offre. En utilisant une coloration standard, c'est-à-dire une coloration qui va, généralement c'est de l'HE ou de l'HES, une coloration qui va utiliser un colorant basique et un colorant acide, on a remarqué que déjà on a deux types de cellules. Des cellules qui vont être colorées et des cellules qui ne vont pas être colorées. Les cellules colorées, ce sont les cellules sécrétrices. On dit qu'elles sont chromophiles. C'est ce que tu vois derrière. Des cellules qui vont prendre des teintes soit rouges, soit bleues. Et on va en détailler ça juste après. Et des cellules qui ne se colorent pas. Des cellules dites chromophobes. Elles ne prennent pas la couleur, on ne les voit pas. Enfin, on réussit à apercevoir quand même leur noyau qui apparaît en microscopie optique, mais le cytoplasme ne se colore pas, il est incolore. Les cellules
Chromophobe, lui, vu que le cytoplasme ne se colore pas, il a donc juste de la couleur blanche autour du noyau, donc un halo clair qui va se dessiner autour tel le noyau ternant. Ces cellules-là, ce sont rien d'autre que les cellules indifférenciées, les hadronalium morbelet. Des cellules à capacité phagocytaire qui ont des aspects, on va voir juste après, qui auront un aspect cytologique différent, qui ont des capacités, des propriétés phagocytaires, qui peuvent phagocyter certaines substances et qui ont l'air d'être indifférenciées. C'est le premier type de cellules qu'on a remarqué lorsqu'on a coloré avec des colorations standards en microscopie optique. Deuxième type de cellules sont les cellules chromophiles, qui prennent la couleur. En fait, les cellules, on va trouver deux sous-types. Des cellules acidophiles qui vont être colorées en rouge, un rouge vif, bien saillant en microscopie optique. Ce sont des cellules donc acidophiles. Et d'autres cellules qui vont prendre la teinte bleue pour leur cytoplasme. Leurs cytoplasmes vont prendre une teinte bleue. Ce sont des cellules basophiles. Maintenant, quels sont les types de cellules acidophiles et quels sont les types de cellules basophiles? Eh ben, on a remarqué que les cellules acidophiles, c'était des cellules à GH et à prolactine. Donc, les cellules somatotrophes et lactotrophes ou la mammotrope, qui vont donc sécréter soit la GH, soit la prolactine. Et pour les cellules basophiles, qui vont prendre une teinte bleue pour leur cytoplasme, ce sont des cellules soit TSH, donc hormone qui va stimuler la thyroïde, c'est l'hormone thyréotrope, soit des cellules gonadotropes, qui vont sécréter des gonadotrophines, les fameuses LH et FSH, sécrétant les gonades, ovaires et testicules. Ou là, des cellules corticotropes qui vont qui vont sécréter de l'ACTH jouant sur la corticale de la surrénale. Donc déjà, on a réussi à identifier les grands types cellulaires avec la tendance de leur cytoplasme à être acidophile ou là basophile. Ça, c'est en coloration standard. Pour différencier plus précisément, avec plus de précision, les types cellulaires, donc acidophiles et basophiles, on a utilisé des colorations spécifiques. Et les colorations spécifiques, elles ont permis de différencier à l'arrache certaines cellules. On prend l'exemple, par exemple, de la méthode tétrachromique de Herland, une méthode de coloration qui va différencier les cellules acidophiles mais bénatome. On sait que les cellules acidophiles sont des cellules qui vont avoir une teinte rougeâtre, une teinte qui va virer vers le rouge. La méthode tétrachromique de Herland permet de différencier les cellules AGH et les cellules aprolactine, qui sont les deux cellules acidophiles T1. Les cellules AGH qui sont visibles ici en orange, vont prendre la teinte orange, tandis que les cellules aprolactine vont rester en rouge. Les autres cellules basophiles, eux, gardent leur couleur et leur teinte bleue caractéristiques. Et comme tu peux le voir faire de la coupe, c'est difficile de distinguer une cellule AGH d'une cellule à prolactine. Même chose pour les cellules basophiles. On a essayé de différencier et de distinguer les types cellulaires avec des colorations spécifiques, comme on prend l'exemple de l'aldéhyde fuchsine. Aldéhyde fuchsine qui permet de différencier deux types cellulaires, de type basophile. Les cellules à TSH, sécrétant donc une hormone jouant sur la thyroïde, et les cellules gonadotropes sécrétant sécrétant FSH et LH. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'avec cette coloration spécifique, les cellules gonadotropes vont se colorer en rouge. C'est ce que tu aperçois ici avec la lettre G. Cellules ici, gonadotropes. Les cellules par contre thyréotropes, sécrétant de la TSH, vont avoir une couleur violet mauve. Elles vont virer donc vers du mauve. Et là aussi, c'est difficile de distinguer une cellule à TSH d'une cellule du coup à FSH, LH. La distinction par le biais de ces colorations spécifiques, elle est compliquée. C'est pour ça qu'on a eu recours à d'autres méthodes plus précises et automatiquement un peu plus chères. La première méthode, et si ce n'est la meilleure sur le rapport qualité-prix, c'est l'immunocytochimie ou la l'immunohistochimie, par le biais de la fluorescence. La technique immunologique ou la immunofluorescente, elle est assez simple. On prend des anticorps.
Des anticorps, oui, on va leur insérer un fluorochrome, donc une matière fluorescente qui va être détectable au microscope. Et on va faire en sorte que ces anticorps soient spécifiques d'un type cellulaire. D'un type cellulaire qui va sécréter une hormone donnée. Et donc on met ces anticorps avec l'adénohypophyse TANA, avec la coupe histologique TANA, on aperçoit des images où on réussit à distinguer précisément les cellules, le type cellulaire d'un hibin chauffeur. Ici, par exemple, tu as une image qui te montre les cellules sécrétant de l'AGH, de l'hormone de croissance. Et tu vois qu'ils sont nombreuses. Les cellules somatotropes sécrétant de l'AGH sont nombreuses au niveau de l'adénohypophyse. Ce sont les cellules ici colorées en vert avec la fluorescence. Là, tu as une autre image qui permet de voir les cellules qui sécrètent de l'ACTH. Et les cellules qui sécrètent de l'ACTH, ce sont celles que tu vas voir en vert, avec la coloration vert, jaune, en fluo mais chez l'orange. L'orange, c'est une contre-coloration permettant de mettre en évidence le baril, le tissu, l'adénohypophyse. Parce que les cellules ACTH, ce sont des cellules qui sont beaucoup moins fréquentes, qui ont un pourcentage beaucoup moins élevé au niveau de leur distribution de l'adénohypophyse. Et on peut les observer là. Donc cette méthode, l'immunocytochimie ou l'immunohistochimie, elle est très très intéressante pour détecter et distinguer les 5 types cellulaires des cellules glandulaires تاعنا في l'adénohypophyse. On a une autre méthode d'étude qui permet cette fois-ci de décrire encore plus en détail la cellule BDAT. C'est en utilisant le microscope électronique, plus précisément le microscope électronique à transmission, le MET. Alors le MET, tu le sais, il te permet d'observer, de distinguer, de décrire l'ultrastructure des cellules, c'est-à-dire Wishkain à l'intérieur. Tu peux observer non seulement le noyau, mais cette fois-ci en détail. Tu peux observer le matériel cytologique donc de la cellule, donc avec tous ces organites. Et ce qui va nous intéresser, vu que ce sont des cellules endocrines, des cellules sécrétrices, glandulaires, ce sont les grains de sécrétion. Ces cellules hadoma glandulaires qui vont sécréter des hormones protéiques vont être caractérisées par des grains de sécrétion. Et ces grains de sécrétion, l'aspect il va être différent selon le type cellulaire. C'est comme ça qu'on a réussi à distinguer les différents types de cellules présentes au niveau de l'adénohypophyse grâce à l'aspect de leurs grains de sécrétion. On a 5 grands types cellulaires sécrétrices glandulaires au niveau de l'adénohypophyse. Les cellules somatotropes AGH qui vont avoir des grains de sécrétion arrondis, relativement grands, jusqu'à 400 nanomètres. Des cellules mammotropes euh, ou la lactotrope ou la lutéotrope, ce sont des cellules qui vont sécréter de la prolactine. Ces cellules-là, elles ont des grains de sécrétion beaucoup plus bas. Ils vont être assez grands, ils peuvent aller de 600, ici on a même cité 900 nanomètres, et leur forme est assez irrégulière, variable. Et les autres types cellulaires, les cellules gonadotropes, qui sécrètent soit de la FSH, soit de la LH, ils ont des grains de sécrétion relativement rares. Kiff pour les thyréotropes, ça ne dépasse pas les 150 nanomètres qui vont sécréter de la TSH, et même chose pour les corticotropes, ça ne dépasse pas les 200 nanomètres selon cette image. Ces grains de sécrétion Hadoma, ils sont relativement rares et ils ont une forme polyédrique, polygonale, plus ou moins irrégulière, contrairement aux grains de sécrétion somatotropes et mammotropes qui, eux, ibanulna mleh. Donc voilà comment est-ce qu'on a réussi à distinguer et à étudier les cellules glandulaires constituant l'adénohypophyse terne. Donc si on te pose la question, quelles sont les différentes méthodes où la kifesh, on a réussi à distinguer et à étudier les variétés cellulaires adénohypophysaires, ta'araf blé, la première méthode qui a été utilisée, c'était les colorations en microscopie optique. Coloration d'abord standard permettant de différencier les cellules acidophiles, basophiles, qui sont donc des cellules globalement chromophiles, qui prennent la couleur, des cellules chromophobes. Ensuite, on a utilisé des colorations plus spécifiques permettant d'essayer de différencier les types de cellules, acidophiles et basophiles. Ce sont les critères
interstincturaux, c'était pas, le résultat n'était pas au rendez-vous. La distinction en microscopie optique avec des colorations spécifiques n'était pas suffisamment précise pour étudier bien comme il faut les cellules de l'adénohypophyse. Juste après, on a eu recours à l'immunocytochimie ou l'immunohistochimie, donc avec les anticorps à fluorescence qui permettaient donc de localiser, de distinguer, d'étudier les cellules de l'adénohypophyse. Et la microscopie électronique, principalement le MET, a permis de voir l'ultrastructure de ces cellules-là, de les étudier en détail avec leur forme et leurs caractéristiques cytologiques. Et on a réussi à différencier principalement par l'aspect des grains de sécrétion. La meilleure méthode, ça reste l'immunocytochimie, de par le rapport qualité-prix, même si l'ultrastructure avec le microscope électronique, elle est très 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 efficace pour connaître les détails des cellules adénohypophysaires. Maintenant, on va commencer la, l'étude de chacune des cellules. On va étudier chacun des types cellulaires en étudiant, en voyant ses caractéristiques, les cellules constituant l'adénohypophyse, mais aussi les hormones qui vont sécréter. Ou les caractéristiques les hormones hadouk, ou l'effet تاعهم. Et mindek, on va citer quelques, on va faire des parenthèses pour des pathologies, les rissolés, l'adénohypophyse, les rissolés, un type de cellule caractéristique avec son hormone. On commence avec les cellules chromophobes. Ce sont des cellules, faites le schéma, qui n'ont pas de grains de sécrétion, qui ne prennent pas la coloration. Elles représentent 10 à 15% de l'antéhypophyse, donc du lobe antérieur de notre adéno-hypophyse. Des cellules, on les a considérées comme étant des cellules indifférenciées. Elles ne se sont pas encore différenciées, mais elles mettent pour sécréter des hormones. Elles ont des capacités ou des propriétés phagocytaires, comme des macrophages, et elles vont avoir un aspect soit folliculaire, en forme arrondie, soit stellaire avec des prolongements cytoplasmiques assez développés. Ces cellules-là, généralement, on va les retrouver au centre des cordons cellulaires tawana. On passe maintenant au premier type des cellules glandulaires qui vont sécréter des hormones. On en a 5, maintenant sèche. Et le plus important, quantitativement, la cellule la plus importante quantitativement, c'est la cellule somatotrope. La cellule somatotrope, visible ici, on a décidé de la symboliser avec des grains de sécrétion jaune-orange, non on va dire jaune, de couleur jaune au niveau du cordon cellulaire terna. C'est les cellules les plus présentes et les plus nombreuses au niveau de l'adénohypophyse. 55% des cellules constituant les cordons cellulaires. 55%. C'est pour ça que Morbelet l'a vu en immunocytochimie. Lorsqu'on montrait les cellules AGH, les cellules somatotropes, on en avait trouvé énormément. C'est parce qu'elles sont très très nombreuses. Elles constituent plus de la moitié de l'adénohypophyse. Leur proportion est d'autant plus grande chez les sujets jeunes, chez les patients jeunes, chez l'enfant, parce que c'est lui qui a le plus besoin de l'hormone de croissance, de cette fameuse GH. Alors, quelles sont les caractéristiques cytologiques de cette cellule somatotrope? Alors, cette cellule somatotrope, visible ici, on peut observer l'ultrastructure TAHA en microscopie électronique à transmission. On va remarquer que les grains de sécrétion TAHA sont très 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 nombreuses. Il y en a beaucoup, tu les vois d'ailleurs. Ils sont nombreux, ils sont globalement ronds et leur taille va avoisiner les 400 nanomètres, de 350 à 400 nanomètres. C'est la caractéristique les cellules somatotropes au niveau de l'ultrastructure. Alors ces cellules-là vont sécréter bien sûr de la GH, l'hormone de croissance, qui est une hormone très importante et qui va rentrer en jeu énormément de pathologies. L'une des pathologies tu es censé connaître, c'est le nanisme. Alors le nanisme, c'est lorsque les gens ils ont une très petite taille, de par le manque d'hormones de croissance. Et bah ça, c'est une pathologie qui tardet directement l'hypophyse, avec un manque de
euh, de ces cellules-là, de ces cellules somatotropes. Donc, si elles sont absentes au niveau de l'hypophyse ou là en quantité insuffisante, on ne sécrétera pas suffisamment de GH. Par conséquent, on aura une taille réduite à l'âge adulte. L'inverse, cette hormone de croissance-là, elle est importante dans le cas contraire. Si on en a trop, elle peut donc nous donner, elle peut donc nous donner l'inverse du nanisme, c'est-à-dire le gigantisme ou l'acromégalie, deux pathologies qui sont issues d'un surplus de GH, d'un surplus d'hormones de croissance. Donc si on a trop de cellules somatotropes, déjà le surplus de cellules somatotropes, s'il y a une prolifération accrue, va me donner une tumeur bénigne qui va me donner donc qui est littéralement un adénome hypophysaire AGH. Cet adénome AGH, si on sécrète trop de GH pendant la période de croissance, de puberté, et lorsque les cartilages de conjugaison de l'enfant et de l'adolescent sont encore ouverts, j'aurai un gigantisme. C'est-à-dire une personne qui va avoir une taille excessivement élevée. Une personne beaucoup trop grande. La personne beaucoup trop grande, elle aura des problèmes. Hein, ça cause des problèmes d'un point de vue pathologique, d'un point de vue de ton organisme. Parce que les tissus de soutien, les tissus conjonctifs, les ligaments, les tendons, les articulations et même les tissus musculaires, les muscles, ne sont pas adaptés à une telle taille et aussi à un tel poids. L'image que tu vois sur la droite montre l'homme le plus grand de l'histoire. C'est Robert Wadlow. Robert Wadlow, c'est un homme, le plus grand de l'histoire, qui a été recensé, bien sûr, qui a été recensé à l'époque contemporaine. Cet homme le plus grand de l'histoire, là tu le vois, il a l'air d'être incroyablement grand, il fait 2,72 m. 2,72 m, Akchofo relativement fin, mais avec 2,72 m, automatiquement tu vas peser énormément. Il a fait presque 200 kilos. Presque 200 kilos. Et ces 200 kilos avec ces 2,72 m ne sont pas adaptés pour la structure de ses tendons, de ses ligaments, de ses tissus de soutien, de ses cartilages, de ses articulations, ce qui fait qu'il a eu plusieurs problèmes de santé et il est mort à 22 ans seulement. Et globalement, les personnes qui souffrent de gigantisme sont des personnes qui ont du mal à se déplacer. Par exemple, regarde, il se déplace à l'aide d'une canne parce que ces articulations, ces tissus de soutien, ces ligaments ne sont pas adaptés à recevoir une telle contrainte. Mais bon, les personnes gigantesques, au moins, elles auront le mérite de ne pas souffrir de célibat, comme tu peux le voir. L'autre problème, les cellules somatotropes, lorsqu'elles sont sécrétées de la GH en excès, et cette fois-ci, après la puberté, après l'âge de croissance normale, donc lorsque les cartilages de conjugaison se ferment, on aura une croissance non pas en longueur, mais plutôt en largeur. Et ça se verra surtout les extrémités. C'est l'acromégalie. Alors l'acromégalie, elle va se caractériser par un tableau symptomatique riche. On peut voir l'un des signes qui va nous mettre la puce à l'oreille généralement, c'est les extrémités, les mains et les pieds. Si tu as des mains qui ont augmenté anormalement de volume et qui sont beaucoup trop épaisses, ou là, des pieds qui n'arrêtent pas de grandir. Généralement, la pointure tu arrêtes de la changer un petit peu avant la fin de ta croissance, ou là, à la fin de ta croissance. Par exemple, j'ai 19 ans, je chausse du 42 ou là du 43. Ça fait 2-3 ans que je chausse du 42-43. Si par exemple, les années à venir, 20, 21, 22, 23 ans, je vois que je chausse du 44, 45, 46, 47, etc., ça veut dire que mon pied n'arrête pas d'augmenter de volume. Si je vois que mes mains, elles deviennent de plus en plus épaisses, si je vois que mon visage et ma mâchoire commencent à devenir proéminentes, c'est que je commence à avoir un faciès, un visage bien particulier, que je commence à avoir des problèmes articulaires, des arthrites, des déformations vertébrales, si je commence à avoir une gynécomastie, un développement de la glande mammaire et la lactation, ou bien une altération de mon champ visuel, de par le rapport anatomique qu'il y a entre l'hypophyse et le chiasma optique, j'espère que tu n'as pas oublié ce détail-là, je peux, euh, je peux me dire que j'ai une acromégalie qui porte son origine justement de la surstimulation
sur sécrétion des cellules somatotropes qui sécrètent de l'AGH après la période où la croissance est censée s'être faite. Donc, si on s'intéresse un peu plus à l'hormone de croissance en tant que telle, on l'appelle l'AGH, la growth hormone. On l'appelle aussi l'hormone somatotrope. On peut peut-être l'appeler la STH. C'est une hormone de nature protéique peptidique qui fait un peu plus de 190 acides aminés, ici 191 acides aminés, qui va stimuler plusieurs métabolismes au niveau de notre organisme. Elle stimule le métabolisme du tissu musculaire, et stimule la lipolyse, donc elle va stimuler les muscles, permettant aux muscles de grossir, et stimule la dégradation des lipides. C'est pour ça que c'est une hormone qui est utilisée comme étant une substance dopante. Elle est utilisée le dopage généralement par les sportifs de haut niveau comme les bodybuilders. Parce que oui, quand tu es bodybuilder et que tu as envie de développer ta masse musculaire et de réduire ta masse grasse, l'hormone de croissance, ça aide énormément. Cette hormone de croissance TNIT, elle va agir sur le foie pour qu'il puisse sécréter un facteur de croissance, l'IGF, l'insuline-like growth factor. Cet IGF, ce facteur de croissance, il va stimuler les mitoses. C'est un mitogène. Il va stimuler l'inqisamat al-khaytiya al-mutasawiya pour permettre la croissance des tissus conjonctifs, permettre la croissance des cartilages, permettre la croissance donc de tes os a fortiori, et aussi des autres tissus conjonctivaux et des muscles. C'est ça ce qui va te permettre de grandir à proprement parler. Donc cette hormone de croissance, elle est très très importante et très très utile au niveau de ton organisme. Attention à ne pas en abuser, au risque de tomber dans ces pathologies. On passe maintenant aux cellules mammotropes. Les cellules mammotropes, on les appelle aussi les cellules lactotropes, elles vont sécréter de la prolactine. Et ce sont elles les cellules qui vont jouer sur la différence de poids entre l'hypophyse chez l'homme et l'hypophyse chez la femme. Alors, deuxième type cellulaire, les cellules mammotropes. Elles sont peu nombreuses chez le sexe masculin, même chez la femme, sauf dans un cas de figure au niveau de la grossesse. Alors, au niveau de la grossesse, au cours donc de la grossesse, lorsque la femme est enceinte, on aura une prolifération des cellules mammotropes, une augmentation du nombre de ces cellules-là au niveau de l'adénohypophyse. Elles vont augmenter en nombre et en taille, généralement à partir du 4e mois, beaucoup plus au niveau du 3e trimestre de la grossesse. Elles vont envahir le lobe antérieur et c'est elles qui vont être responsables de l'augmentation du poids général de l'hypophyse chez la femme. On avait dit, lorsqu'on avait introduit l'hypophyse, qu'elle pesait 0,6 g chez l'homme, 0,7 chez la femme. C'est justement à cause de ces cellules mammotropes. La grossesse, le poids, il peut atteindre 1,2 g. À la fin de la grossesse, ça peut atteindre jusqu'à 1,2 g à l'intérieur des cellules mammotropes. Et donc, on aura un gros développement de l'hypophyse. Elles persistent les cellules pendant la lactation. Pourquoi? Parce qu'elles vont synthétiser une hormone très importante qui est la prolactine. Cette prolactine, on va en parler Mendoka, c'est une protéine, hormone donc protéique, qui va faire presque 200 acides aminés et elle va avoir une action sur le cycle menstruel de la femme, mais également une action très importante, c'est son action principale, sur les glandes mammaires. Elle permet la croissance des glandes mammaires, donc l'augmentation de la taille et du volume des seins chez la femme enceinte et chez la femme pendant la période de lactation, et aussi l'activité TAHA, donc la sécrétion du lait, la sécrétion lactée, pour justement permettre d'allaiter le bébé une fois l'accouchement fait, une fois que le nouveau-né qui vient au monde. Donc ces cellules-là, l'aspect au niveau du MET, au niveau du microscope électronique à transmission, on va remarquer que ce sont les cellules qui ont les plus gros grains de sécrétion. Des grains de sécrétion qui atteignent, généralement 550 à 600 nanomètres, certains peuvent te dire jusqu'à 900 nanomètres, qui est le schéma Tamorbelet. Ces gros grains de sécrétion, ils auront, contrairement aux cellules somatotrophes, non pas un aspect purement rond, purement sphérique.
on aura des aspects irréguliers. Chaque grain de sécrétion a la forme تاعو. C'est pour ça qu'on dit que leur forme est irrégulière. Ces cellules-là, elles sont importantes en pathologie. Parce que si j'ai une trop grande prolifération de ces cellules mammotropes, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une tumeur bénigne, qu'est-ce qui se passe? Adénome hypophysaire, adénome à prolactine, pardon, et c'est ce que tu observes ici en IRM. Donc, sur une IRM en vue de profil, en vue sagittale, l'une des choses, tu observes en fait, l'encéphale, le problème, c'est cette hypophyse qui est beaucoup trop grande. Une hypophyse beaucoup trop grande, ça signifie généralement que عندك une masse, عندك un problème au niveau de cette hypophyse. On a dit que l'hypophyse, en temps normal, elle a la taille d'un pois chiche. هنايا حبة تحميصة. هنايا c'est plus que حبة تحميصة. Ça peut arriver jusqu'à la taille d'une mandarine, c'est pas normal. En tout cas, ça c'était le deuxième type de cellules. Passons au troisième type des cellules glandulaires de l'adénohypophyse, les cellules cortico-mélanolipotropes. Alors c'est un nom légèrement compliqué pour symboliser le type cellulaire qui va synthétiser l'ACTH, mais pas que. Elle va synthétiser d'autres trucs. Alors les cellules cortico-mélanolipotropes, ils vont représenter 5% de l'adénohypophyse. Donc on est loin des 55% des somatotropes. On est à 5% pour les cortico-mélanolipotropes. Les granules de sécrétion THUM, elles auront un aspect polyédrique avec plusieurs côtés, basophiles bien sûr, avec une taille qui sera comprise entre 0,2 à 0,7 micromètres. C'est pas beaucoup. Là, tu le vois en microscopie électronique à transmission avec l'ultrastructure THUM. On voit que c'est une cellule globalement allongé, avec un noyau plus ou moins volumineux. Weten est assez allongé, il a une forme allongée. Et les grains de sécrétion, mais qu'est-ce bzaf? Ils ne sont pas aussi nombreux que les cellules que les cellules somatotropes par exemple. Et donc, ce sont des grains de sécrétion moins nombreux, plus petits. Et pour la cellule ici à ACTH, c'est des grains de sécrétion qui vont se mettre juste derrière la membrane plasmique. Elles vont se disposer le long de la membrane plasmique juste derrière. Ces cellules ACTH, c'est un type spécifique de ces cellules cortico-mélanolipotropes. Alors ces cellules-là, si on veut les définir, on va dire que ce sont des cellules glandulaires qui vont sécréter plusieurs types d'hormones à partir d'une seule protéine en commun qui va jouer le rôle de précurseur. Cette protéine, c'est la proopiomelanocortine. Une grosse protéine, elle va être maqsouma. On va la diviser, elle va subir des scissions pour nous donner plusieurs types d'hormones. Et si je divise cette proopiomelanocortine, j'obtiens ici, regarde, l'ACTH. Une petite hormone de seulement 39 acides aminés qui va nous intéresser. Mais au-delà de cet ACTH, j'ai d'autres hormones. Je peux avoir des MSH, alpha MSH, bêta MSH, des hormones mélanotropes qui vont stimuler la sécrétion de mélanine, le pigment à l'apothéaque. Je peux avoir des endorphines, ici bêta-endorphines. Je peux avoir des hormones lipotropes, donc ici des LPH, bêta-LPH, ici. Donc des hormones qui vont stimuler le métabolisme, les lipides et la dégradation. Mais ce qui va nous intéresser principalement, c'est l'ACTH, les cellules corticotropes à ACTH. Justement, cet ACTH qui montre que c'est une petite hormone de seulement 39 acides aminés. On est loin de l'hormone de croissance, on est loin de l'autre hormone, de la prolactine qu'on avait vu tout à l'heure. Cette hormone-là, elle va stimuler l'activité de la corticale, de la surrénale, de la cortico-surrénale, qui fâche en provoquant la stimulation, donc la libération, en stimulant la libération du cortisol et des androgènes. Cortisol, qui fait partie donc des glucocorticoïdes, qu'on appelle communément l'hormone du stress, et les androgènes, les hormones de la jante masculine, les hormones masculines qui sont sécrétées principalement par le testicule chez l'homme, chez la femme, elles vont être sécrétées au niveau justement de ce cortex surrénalien. On t'a précisé ici les zones
de sécrétion de ces hormones-là. Les glucocorticoïdes, c'est la zone fasciculée de la corticale, et les androgènes, c'est la réticulée. Ces zones-là, qui constituent le cortex de la surrénale, seront vues en détail le cours d'histologie, qui parlera justement de la glande surrénale. Alors, nous faisons la parenthèse pathologie pour les cellules qui sécrètent de l'ACTH. Alors, il y a des cellules qui sécrètent de l'ACTH, donc les cellules corticotropes. Kiff, leur prolifération va me donner une tumeur bénigne, un adénome hypophysaire, ACTH. Cet adénome hypophysaire à ACTH, il va surstimuler la surrénale. Et si tu stimules bzef la surrénale, surtout la cortico-surrénale, tu stimules le cortex surrénalien, tu as trop de cortisol, le surplus de cortisol te donne une maladie. C'est le Cushing, la maladie de Cushing. Cette maladie de Cushing, le tableau symptomatique il est assez riche. Généralement, il y a des symptômes visuels et des symptômes biologiques. Les symptômes visuels, ils jouent déjà lorsque tu as un patient, il y a un Cushing. Généralement, tu vas voir une obésité localisée. Le stockage de la graisse va se faire au niveau du tronc et au niveau du haut du corps. Il aura un visage boursouflé, un visage gonflé. Il aura une pilosité faciale développée. Ça, c'est un des femmes généralement. Une femme qui a une pilosité faciale développée avec un visage enflé, une obésité qui se localise au niveau du centre et du haut du corps, avec des membres atrophiés, une atrophie musculaire avec des bras et des jambes relativement fins, mais cette personne a quand même du ventre, et elle a un développement, elle a quand même une obésité localisée dans les zones-là. Là, je peux déjà penser à un Cushing. J'aurais une hypertension artérielle avec une diastolique talara. J'aurais, de par la surstimulation de la surrénale, une hyperplasie du cortex surrénalien, jusqu'à même développer une tumeur. Et je peux avoir même des problèmes osseux comme l'ostéoporose ou d'autres problèmes. Quand tu as ce tableau symptomatique général et riche, tu peux aussi avoir un peu d'acné au niveau du visage. Quand tu as tous ces symptômes réunis, tu peux déjà penser au Cushing et aller donc vérifier le taux d'ACTH chez le patient et vérifier l'état de l'hypophyse pour voir si ce n'est pas un adénome hypophysaire et vérifier l'état de la surrénale. Il n'y a pas une tumeur à ce niveau-là. On passe à la quatrième type de cellules au niveau de l'adénohypophyse, ce sont les cellules thyréotropes. Les cellules thyréotropes, ce sont les cellules qui vont sécréter de la TSH. Les cellules qui sécrètent de la TSH, ce sont des cellules qui vont représenter seulement 10% de l'adénohypophyse. Donc là, le pourcentage a là. 10% de l'adénohypophyse qui vont avoir des granules de sécrétion de très très petite taille, 100 à 150 nanomètres seulement, qui vont avoir une forme polygonale et bien sûr qui seront basophiles par le cytoplasme. Ce sont des hormones qui vont stimuler la thyroïde par le biais de cette hormone, la TSH. Cette TSH, elle va avoir un double effet sur la thyroïde. Un effet tonique, sur la sécrétion hormonale de la thyroïde, elle va agir sur le thyréocyte, permettant ainsi de sécréter les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Elle va stimuler les étapes qui permettent de sécréter et de produire T3 et T4 dans la capture de l'iode qui va circuler au niveau du sang. Tanit, on aura un effet trophique. Un effet trophique qui va jouer sur l'augmentation ou la croissance de la glande. La croissance et l'augmentation donc du tissu de la glande. À long terme, si j'ai trop de TSH, qu'est-ce qui se passe? Trop grosse croissance de la thyroïde, vascularisation de la glande. S'il y a une trop grosse croissance de la thyroïde, on parle d'hypertrophie de la glande. Et une hypertrophie thyroïdienne, ça s'appelle un goitre. Et ça peut être même choquant, vu la taille impressionnante que certains goitres peuvent avoir. On passe au cinquième et dernier type cellulaire constituant l'adénohypophyse, ce sont les cellules gonadotropes. Les cellules gonadotropes, ce sont les cellules qui vont représenter 10% de l'adénohypophyse seulement,
qui m'a les cellules thyréotropes, et elles vont sécréter les gonadotrophines. Les gonadotrophines, ce sont les FSH-LH, les hormones jouant sur les gonades, jouant sur les testicules et les ovaires. Alors les granulations, les grains de sécrétion, ils varient de 200 à 600 nanomètres. Ils peuvent être srales, ils peuvent être grands, ça dépend. Et les deux hormones, تعرفهم, FSH et LH. Il faut savoir que 70% des cellules gonadotropes, ils vont sécréter les deux hormones. Ils vont sécréter FSH et LH en même temps. Ils ont une sécrétion bi-hormonale. Les 30% l'IPRAO, c'est soit l'un soit l'autre. Soit FSH bark, soit LH bark. On ouvre une parenthèse sur justement la coexpression des hormones. Il y a des études, parce que là on est en train d'étudier la glande adéno-hypophysaire avec chacun des, euh, avec chacun des types cellulaires wahdo. Chaque cellule va être spécialisée dans la sécrétion d'une hormone bdat. Il y a des études récentes qui ont permis de découvrir et de mettre en évidence que la coexpression des hormones, donc des cellules plurihormonales peuvent exister. Je peux avoir de l'ACTH avec de la prolactine, une cellule qui sécrète les deux en même temps. Une cellule qui sécrète de l'ACTH avec, je sais pas, avec de FSH par exemple. Donc la coexpression des hormones au niveau cellulaire, donc une cellule qui va sécréter en même temps, simultanément, deux hormones différentes, elle existe. Et c'est quelque chose qui peut être observé au niveau de l'hypophyse, au niveau adéno-hypophysaire. Pas juste au niveau des adénomes, parce qu'on peut trouver des tumeurs. On a des tumeurs qui peuvent sécréter deux hormones en même temps. Un adénome qui n'est pas spécifique d'une seule hormone, mais de deux hormones. Mais même sur les cellules adéno-hypophysaires normales, on peut avoir une coexpression hormonale. Ça peut exister. Ça peut exister, ça a été mis en évidence, mais on va laisser ça entre parenthèses parce que la plupart du temps, les cellules vont exprimer l'hormone wahda. On va refermer la parenthèse et on va revenir à notre cellule gonadotrope. La cellule donc gonadotrope, elle sécrète FSH et LH. Ce sont les gonadotropines, qui vont agir sur les gonades, les testicules et les ovaires. Alors au niveau testiculaire, la FSH va stimuler le processus physiologique qui permet d'obtenir les spermatozoïdes. C'est la spermatogénèse que tu as étudié en embryo l'année dernière. Et la LH permet de synthétiser l'androgène principal du testicule qui est la testostérone par le biais des cellules de Leydig du testicule. Sur le plan ovarien, au niveau des ovaires, la FSH va permettre la croissance du follicule ovarien jusqu'à atteindre sa maturation et devenir un follicule de 2 graphes. La LHL va terminer le travail, permettant l'ovulation avec son pic. Le pic de LH aux alentours du 14e jour du cycle menstruel permet donc l'ovulation et ça permet la lutéinisation, la transformation avec le follicule en corps jaune. Donc si on te pose la question, quelles sont les hormones sécrétées par l'antéhypophyse, on peut résumer toutes ces hormones-là avec les cellules qui vont les sécréter dans un petit tableau, enfin un gros tableau. Ce gros tableau, d'ailleurs, il va contenir les 5 types de cellules qui permettent donc de sécréter les hormones antéhypophysaires. Donc la cellule somatotrope et la cellule mammotrope sont des cellules acidophiles qui sécrétant la GH et la prolactine. La GH va stimuler la croissance générale de l'organisme et agissant au niveau du foie pour sécréter l'IGF, le facteur de croissance insuline-like. On a la prolactine qui va permettre de stimuler la glande mammaire pour produire le lait. Les cellules thyréotropes, gonadotropes et corticotropes, eux, sont des cellules basophiles. Elles vont sécréter respectivement la TSH, la thyroid stimulating hormone, qui va stimuler la production des hormones thyroïdiennes par les cellules folliculaires, donc les T3, les hormones T3 et T4. Les gonadotropes, les cellules gonadotropes vont sécréter la FSH et la LH, jouant un rôle sur les gonades, chose qu'on vient de voir. Donc la FSH va permettre la stimulation et la croissance
des follicules ovariens et la spermatogénèse au niveau testiculaire. La LH, elle stimule donc la production des hormones au niveau de l'ovaire. Elle stimule l'ovulation, la luteinisation et chez le testicule, c'est la production de la testostérone. La CTH pour les cellules corticotropes qui font partie en soi d'un ensemble de cellules un peu plus grand, et là ce qui nous intéresse c'est principalement la CTH, c'est l'hormone adrénocorticotrophique qui va permettre donc de stimuler le cortex surrénalien, sécrétant ainsi le cortisol et les androgènes. Ça, tout ce qu'on vient de voir là, c'était une partie de l'adénohypophyse, la partie la plus importante, la plus développée, c'était le lobe antérieur de l'hypophyse ternan, de l'adénohypophyse. Si on parle globalement, enfin de manière générale des autres lobes, hein, le lobe médian, qui est beaucoup moins développé, hein, chez l'homme, il est très très peu développé. Il est un peu volumineux chez l'enfant, mais chez l'adulte, c'est uniquement 2% de l'hypophyse. On va retrouver des kystes, des formations kystiques, et quelques cellules basophiles qui sécrètent de la MSH, donc l'hormone mélanotrope. Pour le lobe tubéral, c'est encore moins intéressant, hein. Le lobe tubéral, c'est la pars tubéralis, si tu te poses la question. La pars tubéralis ou le lobe tubéral, donc la partie foranéenne de l'adénohypophyse, on va retrouver essentiellement du tissu conjonctif, qui permettra de soutenir la structure générale de l'hypophyse. On retrouve des vaisseaux, donc la vascularisation à ce niveau-là, elle est importante. Euh, Elle est très importante à ce niveau-là. Mais d'un point de vue tissu fonctionnel, d'un point de vue parenchyme, on retrouvera essentiellement des cellules chromophobes et quelques cellules gonadotropes. Les autres types cellulaires restent relativement rares et par conséquent, ce n'est pas intéressant d'étudier histologiquement ce lobe tubéral. Donc si on te pose la question, pourquoi est-ce que les facteurs hypothalamiques sont déversés dans un système PORT? Eh ben, il faut répondre, parce qu'on a parlé un petit peu de ce réseau vasculaire. Il faut savoir que le système porte, donc le vaisseau porte qui est intercalé entre les deux réseaux capillaires au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'adénohypophyse, permet donc de transporter les hormones hypothalamiques du système parvocellulaire jusqu'à l'adénohypophyse. Alors, il faut savoir que l'hypothalamus, il va sécréter des quantités assez faibles de ces hormones. Les hormones permettant de stimuler, donc les libérines et les statines qui stimulent l'adénohypophyse, sont en quantité assez faible. Au lieu de les envoyer dans la circulation sanguine de manière générale, pour qu'elles fassent tout un trajet, elles traversent les organes et le cortex jusqu'à arriver à l'hypophyse, le bon Dieu, le bon Dieu a décidé donc de nous mettre un système porte entre l'hypothalamus et l'hypophyse pour que donc, les hormones aillent directement vers l'adénohypophyse. Donc même si j'ai une quantité faible de ces hormones-là, la concentration l'adénohypophyse, il est très très élevé. Ce qui fait qu'elles vont avoir un effet stimulateur ou inhibiteur sur l'adénohypophyse pour sécréter et réguler l'activité un petit rappel justement sur l'hypothalamus endocrine pour comprendre la relation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc du complexe ternant. Il faut savoir que, comme on a dit la dernière fois, l'hypothalamus, d'un point de vue endocrinien, il est constitué donc de neurones qui ont une activité sécrétoire pour sécréter des hormones. Deux systèmes sont distinguables. Le système parvocellulaire qui va sécréter des libérines, des releasing hormones, des releasing factors et des statines, des hormones, des facteurs qui vont inhiber l'adénohypophyse. Les noyaux hypothalamiques qui vont rentrer dans la constitution du système parvocellulaire sont multiples. On a une partie du paraventriculaire, le périventriculaire, le noyau arqué, le ventromédian et le préoptique, pour ne citer que. Ils vont sécréter donc plusieurs hormones. Les libérines, on peut citer la GHRH qui va agir sur les somatotropes pour sécréter la GH, la corticolibérine, donc la CRH, la corticotropine releasing hormone qui va agir donc sur les cellules
euh, corticotropes pour sécréter de l'ACTH, la thyréolibérine, donc la TRH, jouant sur les cellules thyréotropes pour sécréter la TSH. Et la gonadolibérine, la GnRH, la plus connue, qui va jouer sur les cellules gonadotropes pour sécréter l'ALH et la FSH. Les statines, on va en citer que deux. La somatostatine, essentiellement par le noyau périventriculaire, qui va inhiber la synthèse donc de GH. Donc, elle va inhiber les cellules somatotropes pour empêcher une sécrétion accrue de GH. Et on a le PIF. Le PIF, c'est l'hormone inhibitrice de la prolactine, qui n'est rien d'autre que de la dopamine en fait. On lui a donné un nom en la découvrant comme étant le facteur ou l'hormone inhibitrice de la prolactine, mais on a remarqué que sa structure moléculaire correspondait à de la dopamine, tout simplement. Et cette dopamine-là, elle va inhiber les cellules mammotropes pour empêcher de sécréter de la prolactine. Donc, les sécrétions hypothalamiques vont être régulées. Donc, les sécrétions hypothalamiques ont pour rôle de réguler l'adénohypophyse. Et justement, l'hypothalamus va lui-même être régulé en retour par les hormones hypophysaires et les hormones des périphériques, donc des glandes, qui sont sous le contrôle de l'hypophyse. Cette inhibition par retour, par les concentrations de ces hormones, si on a trop, ça veut dire qu'il faut inhiber. Si on a pas beaucoup, ça veut dire qu'il faut stimuler. C'est ce qu'on appelle la régulation par feedback, positif ou la négatif. Donc si on veut résumer les différentes hormones hypothalamiques et leur action sur l'antéhypophyse, sur l'adénohypophyse pour être plus exact, on peut prendre de petits tableaux où les hormones stimulantes, elles sont symbolisées par un plus, ce sont les RF ou les RH, les releasing hormones ou les releasing factors. On a la CRH, GnRH, GHRH, TRH, qui sont des hormones stimulantes, jouant sur les cellules corticotropes, gonadotropes, somatotropes, thyréotropes, euh, permettant ainsi donc de sécréter la CTH, LHFSH, GH, TSH, jouant sur les différentes glandes endocrines de notre organisme, avec corticosurrénal, les gonades, le foie pour la GH, pour sécréter donc l'IGF, le facteur de croissance insuline-like, et la thyroïde pour les hormones thyroïdiennes. On peut citer les statines, qui sont symbolisées ici par le moins, des hormones hypothalamiques inhibitrices. On a la somatostatine, inhibant les cellules somatotropes et permettant d'empêcher une sursécrétion de GH. Et on a la dopamine, qui est le facteur inhibiteur de la prolactine, symbolisé ici par le moins, qui va inhiber les cellules lactotropes pour ne pas sécréter de la prolactine, qui elle va jouer, si elle est sécrétée, elle va jouer sur les glandes mammaires pour avoir du lait. Il y a un petit piège fait de le tableau, c'est que les glandes mammaires, elles ont été mises à les glandes endocrines. C'est une glande exocrine, les glandes mammaires. Pour ne pas compliquer le tableau et mettre les glandes mammaires à part, préciser que c'est une glande exocrine, on l'a mis avec les glandes endocrines, mais ce n'est pas une glande endocrine. Et même chose, le lait, ce n'est pas une hormone périphérique. C'est un produit de sécrétion exocrine qui a pour but de nourrir le nouveau-né ou le bébé, tout simplement. On a un petit QCM qui nous montre les différentes cascades de réaction, donc de stimulation par le biais des hormones, et on va devoir deviner lesquelles sont justes. Alors dans un QCM, j'en profite, je vais faire la parenthèse, les QCM. Dans un QCM, pour vérifier, on va prendre le cas où tu es en train de réviser pour l'examen, quand tu révises avec des QCM, il faut que le QCM en question, tu sois capable d'affirmer, d'infirmer et de corriger toutes les propositions. Si tu es capable de le faire, Allahumma barak le cours تاعك. Si tu n'es pas capable de justifier la fausseté ou d'une proposition quelconque, c'est que je faهم à 100% le cours تاعك. Il à 100% le cours تاعك, tu dois être capable de faire les propositions justes, les propositions fausses, et tu dois être capable de corriger et de remarquer les pièges dans les différentes propositions. L'examen, c'est une autre histoire. L'examen, tu remarques juste la réponse juste, mais lorsqu'on révise et qu'on étudie un cours,
Lorsque tu t'entraînes avec des QCM, tu dois être capable de corriger même les réponses fausses. Ne considère pas que راك un QCM ou un QCS kif kif juste tu n'as pas été capable il a pas que la réponse juste tu n'as pas été capable de distinguer les réponses fausses et de les corriger. Donc ici on va نقراو chaque proposition et distinguer le vrai du faux. La première proposition, on nous dit que la TRH, l'hormone, la releasing hormone pour les cellules thyréotropes, va stimuler les cellules thyréotropes pour avoir de la TSH, qui va stimuler la thyroïde, qui stimule donc la thyroïde et avoir les hormones T3 et T4. C'est une proposition qui est juste, il n'y a rien à dire à dire. La 2, CRF ou la CRH, l'hormone qui va stimuler les cellules corticotropes pour avoir de l'ACTH et ainsi stimuler le cortex surrénalien, le cortico-surrénal, et ainsi avoir des androgènes et du cortisol. C'est juste, c'est rien à dire pour être les deux propositions. Pour la 3, FSH-RH, c'est l'ancien nom de la GnRH. Avant, on appelait la releasing hormone, l'hormone stimulant de la FSH ou de la LH, soit la FSH-RH ou la LH-RH, avant qu'on puisse remarquer que c'était une seule et même hormone qui stimulait les deux. FSH-RH va stimuler la GH, l'hormone de croissance, pour stimuler les organes de reproduction. C'est une proposition qui est fausse parce que la cascade de réaction juste dit que la FSH-RH doit stimuler donc, la sécrétion de FSH, littéralement, qui est une hormone qui va avoir un effet sur les gonades, c'est-à-dire les organes de la reproduction. Donc, la 3 est fausse. Quatrième, GHRH va jouer sur la sécrétion des cellules somatotropes pour avoir de l'hormone de croissance, qui va jouer sur le foie pour avoir les facteurs de croissance. C'est juste. Et la 5e, PIF, le facteur inhibiteur de la prolactine, va nous donner de la LH, qui va jouer sur le gland mammaire. C'est bien sûr faux. Elle va nous donner de la... Elle ne va pas nous donner, en fait, le PIF. Elle va inhiber la prolactine, qui, elle, va jouer sur les glandes mammaires. D'ailleurs, tu feras attention. Le PIF, le facteur inhibiteur, ne donne pas de la prolactine. Il inhibe sa sécrétion. Certains auteurs ont décrit une releasing hormone, donc un facteur ou une hormone qui permet de stimuler la sécrétion de prolactine, mais elle n'a pas été citée fait le cours, car visiblement ce n'est pas tous les auteurs qui sont d'accord et unanimes sur cette notion-là. On peut être résumé le rôle des produits hypothalamiques qui sont destinés à l'adénohypophyse de par Wushufnadoka. Le rôle principal, c'est la régulation. On va réguler l'adénohypophyse. Soit on stimule les sécrétions avec les libérines, soit on inhibe les sécrétions avec les statines. On passe maintenant à la deuxième partie de notre cours qui va parler de la neurohypophyse. La deuxième partie de l'histologie de l'hypophyse avec la partie nerveuse. Alors, la neurohypophyse, ce n'est pas une glande endocrine. C'est du tissu nerveux. C'est du tissu nerveux qui dérive de l'hypothalamus. Et on l'a vu à l'origine embryologique. L'origine embryonnaire de la neurohypophyse, c'était une évagination de le diencéphale, la partie de l'hypothalamus qui constitue le diencéphale terne. C'est du tissu nerveux. Donc si on fait une coupe histologique sur la neurohypophyse, ici c'est sur une hypophyse de chien. À faible grossissement et après coloration histologique et observation en microscopie optique, on va apercevoir trois parties, donc ici c'est au faible grossissement, trois parties qui constituent la neurohypophyse. C'est la microanatomie de cette neurohypophyse. On a vu, la partie la plus importante, c'était l'hypophyse postérieure, le lobe postérieur ou la post-hypophyse, la partie globuleuse la plus importante de la neurohypophyse. Elle est reliée avec l'hypothalamus par le biais d'une tige qu'on appellera la tige pituitaire. Cette tige pituitaire vient en réalité donc de la réunion des parois latérales de l'hypothalamus qui nous donne le fouqa de surélévation qu'on appellera l'éminence médiane. Une éminence qui laisse là où est-ce que je mets ma souris, l'espace, une fente pour le troisième ventricule. Donc cette neurohypophyse, d'un point de vue histologique, c'est du tissu nerveux.
Donc, ce sera des neurones. Mais pour être plus précis, ce sera la terminaison neuronale, la terminaison des neurones hypothalamiques du système magnocellulaire. Donc, la neurohypophyse, elle est constituée d'axones hypothalamiques et de fibres nerveuses amyéléniques, qui va constituer ce qu'on appelle le matériel fibrillaire. Ce sera des fibres. Parmi ces fibres-là, on va retrouver un léger tissu conjonctif où on va retrouver surtout des vaisseaux sanguins permettant la vascularisation de cette neurohypophyse qui va jouer un rôle fonctionnel important. Parce que c'est au niveau de ces vaisseaux-là, de ces capillaires sanguins, qu'on va relâcher les hormones hypothalamiques à sécrétion neurohypophysaire, c'est-à-dire l'ADH et l'ocytocine. Donc voilà la constitution histologique de la neurohypophyse. On remarquera sur une coupe histologique de la neurohypophyse qu'au niveau du matériel fibrillaire, au niveau de ces axones, on apercevra plusieurs taches. Des taches arrondies de structure sphérique qu'on a appelées les corps de Hering. Alors ces corps de Hering, ici, on les voit très bien avec la microscopie électronique. Ici sur une coupe en microscopie électronique de la neurohypophyse, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer la terminaison, donc ici en coupe transversale, les axones Tewana, les axones, la terminaison axonale, où là, le long à les axones hypothalamiques Tewana, ou les fibres nerveuses amyéléniques, on remarquera plusieurs grains de sécrétion qui sont localisés et qui vont se condenser, me formant ces taches rondes, qui sont les corps de Hering. Donc les corps de Hering ne sont rien d'autre que une accumulation, un regroupement de grains de sécrétion qui vont contenir les hormones issues du système magnocellulaire de l'hypothalamus. L'IHOMA, la vasopressine, et du coup l'ADH, l'hormone antidiurétique, et l'ocytocine, qui sont donc dans des grains de sécrétion qui vont former des corps de Hering qui sont enveloppés dans une légère membrane de 150 nanomètres. On remarquera Tenet au niveau de cette coupe, essaye de te concentrer, et remarque bien Flassoritae, avec les terminaisons axonales et l'accumulation des grains de sécrétion qui aident à me former ces corps de Hering. On peut remarquer une structure cellulaire, donc une espèce de cellule, qui a des prolongements cytoplasmiques, où on peut apercevoir globalement le matériel cytoplasmique avec le noyau et tout. C'est une cellule spécialisée, une cellule gliale, une cellule de soutien pour le tissu nerveux. Cette cellule gliale spécialisée qui va drlefler, entre guillemets, incomplètement les axones hypothalamiques au niveau de la neurohypophyse, c'est ce que l'on appelle les cellules, les pituicytes. C'est des cellules gliales spécialisées. Si on zoome sur la coupe histologique la coupe histologique sur l'hypophyse de chien qui est en bleu, on remarquera des petits points qui font référence, des petits points violacés, violets, qui font référence à des noyaux de cellules. Ces noyaux de cellules, ces cellules qui sont très fréquentes au niveau de la neurohypophyse, plus précisément au niveau de la post-hypophyse, c'est la partie la plus importante, c'est les fameux pituicytes. Ce sont des cellules de soutien, des cellules qui vont, par le biais de leur prolongement cytoplasmique, réguler la sécrétion des hormones donc des hormones neurohypophysaires, de sécrétion neurohypophysaire, c'est-à-dire l'ADH et l'ocytocine. Les différents prolongements cytoplasmiques, là tu vois en numéro 1 le noyau volumineux du pituicyte, et ici en microscopie optique tu le vois très très bien. Ce noyau-là, il est caractéristique de cette cellule, et cette cellule-là va lancer des prolongements qui vont entourer, ça c'est quoi? C'est les axones. Ce sont les axones de les terminaisons nerveuses de mes neurones hypothalamiques qui contiennent des corps de Hering avec cette accumulation de grains de sécrétion. Je sais que la coupe en microscopie optique, en microscopie électronique m'a c'est pour ça qu'on a eu l'idée, que les scientifiques font appel aux artistes, donc aux dessinateurs, pour justement illustrer ce que l'on voit au microscope
optique ou le microscope électronique pour que ça soit un peu plus clair. Ici, c'est un schéma qui est encore plus clair, je te fais la constitution histologique de la neurohypophyse. Ce que tu vois ici, avec des petits points d'arrêt, ce sont des terminaisons nerveuses qui contiennent des grains de sécrétion. Donc, ce sont les axones hypothalamiques. Les grains de sécrétion s'accumulent, forment des taches, ce sont les fameux corps de Hering. Et ces différents corps de Hering, ces grains de sécrétion qui sont dans les axones hypothalamiques, sont entourés incomplètement par des expansions cytoplasmiques de la cellule. C'est le pituicite, une cellule avec un aspect stellaire, un aspect étoilé, avec un noyau volumineux, beaucoup de prolongements cytoplasmiques entourant les terminaisons nerveuses. Et c'est ce pituicite-là, c'est une cellule gliale, une cellule de soutien, qui va réguler la sécrétion hormonale au niveau de la neurohypophyse. On a un autre schéma avec le pituicite en bleu, le noyau du pituicite, les différents prolongements cytoplasmiques qui s'immiscent entre les axones hypothalamo-hypophysaires, les axones hypothalamiques, les hapto à la neurohypophyse, c'est symbolisé ici en rouge avec les grains de sécrétion en noir et les corps de Hering qui sont rien d'autre que l'accumulation de ces grains de sécrétion. Ça, c'est les deux éléments libanolna sur la neurohypophyse. On a un troisième élément qui va, bon ici, j'ai oublié de le dire, mais sur une coupe kif en observation en microscopie électronique, ici on aperçoit les axones et neurones selon l'axe longitudinal تاعهم. Là, on aperçoit donc une coupe longitudinale des axones les neurones théoïdes. Là, on les observait selon une coupe transversale. Là, on les observe sur une coupe longitudinale avec les différents grains de sécrétion qui sont affiliés aux microtubules. Donc, matériel du cytosquelette des cellules nerveuses de ce tissu nerveux. Ces différents grains de sécrétion sont transportés par le biais de ces microtubules-là avec un flux axonal qui a une vitesse de 1 à 2 cm par heure. Donc, c'est le système magnocellulaire de l'hypothalamus par le biais donc des noyaux hypothalamiques, supraoptiques et paraventriculaires jusqu'à la neurohypophyse grâce à des protéines de transport et grâce à ces microtubules, le long de ces microtubules. Si on revient à la coupe histologique, on remarquera un troisième élément. On a vu les axones des neurones avec les corps de Hering. On a vu les pituicites, c'est les noyaux adouma en violet. On peut remarquer un troisième élément, les taches, où on va retrouver un peu de rouge. Ce sont les capillaires sanguins Tawana, des capillaires qui sont bien présents au niveau de la neurohypophyse. Ils ont un endothélium fenêtré, et c'est par le biais de cette communication entre capillaires et axone neuronal qu'on pourra sécréter donc les hormones dans le sang. Et ça se voit, fait le schéma. On a symbolisé le capillaire sanguin ici, un capillaire fenêtré, juste à côté des terminaisons nerveuses et du pituicite. Même ici, fait le schéma. Le capillaire sanguin fenêtré, il est symbolisé incomplètement le bas le schéma, avec ici un endothélium coupé for west, avec son noyau bien caractéristique qui regarde vers la lumière du capillaire. On remarque Tanit sur une coupe en microscopie optique, après coloration, des noyaux qui ne sont pas totalement violets, qui sont un peu plus foncés, qui caractérisent un autre type de cellules présent au niveau de la posthypophyse ou de la neurohypophyse. C'est les cellules microgliales. Les cellules microgliales, ce sont des cellules à noyau imposants par rapport au cytoplasme qui vont jouer le rôle de macrophages. Ce sont des macrophages du système nerveux central ayant donc une activité phagocytaire. Donc si on te demande qu'est-ce que les corps de Hering, qu'est-ce qu'ils représentent, eh ben, ce ne sont rien d'autre que des agglutinations, donc des agglomérations, des accumulations, donc des grains de sécrétion, les lesqoma benathom, formant ce fameux corps de Hering visible donc sur des coupes microscopiques. On termine le cours Tana par des notions d'histophysiologie, donc pour comprendre
la physiologie et la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Les deux produits de la neurohypophyse qui sont sécrétés, qui sont donc l'ocytocine et l'ADH au niveau du système magnocellulaire, vont être transportés le long des axones des neurones et jusqu'à la, euh, la post-hypophyse, et de là ils vont être relâchés dans la circulation sanguine. L'ocytocine, en tant qu'hormone, c'est une hormone importante pour l'accouchement parce qu'elle va provoquer les contractions du muscle utérin, permettant ainsi l'éjection du bébé. Et elle permettait l'éjection d'autre chose, c'est-à-dire le lait, au cours de la lactation. La sécrétion donc de l'ocytocine, elle va dépendre de l'environnement, elle va dépendre en fait d'un réflexe neuro-hormonal euh, qu'on va expliquer. Alors l'ocytocine, c'est une hormone hypothalamique à sécrétion neurohypophysaire. Donc elle est fabriquée par l'hypothalamus, les noyaux magnocellulaires, mais elle est sécrétée au niveau de la neurohypophyse. Elle va provoquer deux actions connues et importantes. Les contractions utérines, lorsque le bébé, donc lorsqu'on a une femme vers la fin de sa grossesse et que le bébé commence à prendre de la place et que sa tête commence à appuyer sur le col de l'utérus, on va avoir un réflexe qui va se déclencher. Des mécanorécepteurs se trouvent au niveau de ce col utérin. Ils vont transmettre l'information qu'il y a une distension du col de l'utérus. Le bébé, il appuie un peu trop. Il est temps de l'éjecter. Ces mécanorécepteurs vont transmettre cette information-là jusqu'à l'hypophyse, jusqu'à l'hypothalamus et l'hypophyse, provoquant ainsi la sécrétion de cette ocytocine. L'ocytocine stockée au niveau de la posthypophyse, la neurohypophyse, va être sécrétée, elle va circuler dans le sang jusqu'à arriver à l'utérus, au muscle utérin, permettant sa contraction, et ainsi le bébé il va pouvoir sortir, et c'est comme ça qu'on va entamer l'accouchement ternant. L'ocytocine provoque l'éjection du lait des glandes mammaires. La prolactine permet la fabrication du lait, l'ocytocine permet son éjection. Donc ce qui va se passer, c'est que, kiff kiff, on aura un phénomène réflexe. La succion donc, du nouveau-né ou du bébé au niveau du mamelon de la glande mammaire va impliquer kiff kiff des mécanorécepteurs qui vont qui vont générer une information et la transmettre selon un arc réflexe. Ils transmettent l'information que effectivement le bébé il est en train de téter le sein, et du coup cette information va aller jusqu'à l'hypophyse. L'hypophyse va sécréter l'ocytocine qui va provoquer la contraction des canaux au niveau de la glande mammaire pour éjecter le lait au niveau de ces canaux galactophores et ainsi expulser le lait et permettre l'allaitement. Voilà le réflexe qui permet donc de régir l'action de l'ocytocine sur les contractions utérines et l'éjection du lait. L'ADH, ou la vasopressine, l'hormone antidiurétique, va jouer un rôle très important au niveau rénal, permettant la réabsorption de l'eau, principalement au niveau donc du canal collecteur de notre néphron. En réabsorbant l'eau à une déshydratation ou autre, ou d'autres stimulants, réabsorbant l'eau va permettre d'augmenter la volémie sanguine et ainsi d'augmenter la pression artérielle, chose très très utile en cas d'hypovolémie ou d'hypotension. Donc si on te demande de résumer le rôle de la posthypophyse, le rôle de la posthypophyse c'est de stocker les hormones qui ont été fabriquées au niveau des noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus, les HOMA, ocytocine et ADH, et ensuite, en cas de besoin, de les sécréter. Si on te demande quels sont les systèmes ou les tractus hypothalamo-hypophysaires, les groupes ou les faisceaux d'axones qui permettent de lier l'hypothalamus à l'hypophyse, on va citer deux systèmes. Le système hypothalamo-posthypophysaire, c'est un tractus qui va lier le système magnocellulaire le système magnocellulaire à la posthypophyse, à la neurohypophyse. On appelle peut-être le tractus supra-optico-hypophysaire. Donc les neurones au niveau de ce système magnocellulaire de l'hypothalamus vont lancer des axones qui vont aller jusqu'à la posthypophyse. De là, on va stocker donc les produits de sécrétion, ocytocine et ADH, et on va les sécréter en cas de besoin.
Le deuxième système ou le deuxième tractus qui permet de lier l'hypothalamus à l'hypophyse, c'est le système ou le tractus hypothalamo-antéhypophysaire. On l'appelle le tractus tubéro-hypophysaire. Il, il donne son origine donc du système parvocellulaire, donc les noyaux hypothalamiques périventriculaires, une partie du paraventriculaire, l'arché ventromédian préoptique, qui vont envoyer leurs axones jusqu'à l'éminence médiane. Ils vont pas envoyer leurs axones jusqu'à l'antéhypophyse. De cette éminence médiane, on aura la naissance du système porte, le système des vaisseaux sanguins, qui va transporter donc les produits de sécrétion jusqu'à l'adénohypophyse et ainsi permettre de stimuler ou d'inhiber, c'est-à-dire de réguler de manière générale, l'activité sécrétoire endocrinienne de l'adénohypophyse. On parle donc de jonction neurovasculaire. On a entre l'hypophyse et l'hypothalamus une jonction entre le tissu nerveux et les vaisseaux sanguins. Que ce soit pour le système, hypothalamo-post-hypophysaire ou le système hypothalamo-antéhypophysaire. Le système hypothalamo-post-hypophysaire va lier les axones du système magnocellulaire au réseau capillaire de la post-hypophyse, permettant ainsi de relarguer donc les hormones qui me viennent de ces neurones au niveau sanguin. Et pour le système hypothalamo-antéhypophysaire, les hormones qui sont les facteurs, les hormones hypothalamiques du système parvocellulaire, les libérines et les statines, vont être sécrétées dans le système porte, un système vasculaire très très bien élaboré, permettant ainsi de donner donc les libérines et les statines au tissu glandulaire de l'antéhypophyse et ainsi de stimuler ou d'inhiber les cellules antéhypophysaires pour réguler l'action et la sécrétion hormonale dans la circulation sanguine. Vrai ou faux? Est-ce que l'hypothalamus communique directement avec l'hypophyse? La réponse juste est les deux. On aura en fait deux communications. L'hypothalamus va communiquer directement à la post-hypophyse de par justement les axones hédomades qui vont aller jusqu'à la post-hypophyse constituant le tissu nerveux post-hypophysaire, neurohypophysaire à proprement parler. C'est pour ça qu'on l'appelait la neurohypophyse. Donc c'est une communication directe, mais il y a une communication indirecte entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse grâce au système porte, donc le système vasculaire qui lie les neurones du système parvo-cellulaire jusqu'aux cellules glandulaires de l'hypophyse antérieure ou de l'adénohypophyse. Donc j'ai une connexion nerveuse entre système magnocellulaire de l'hypothalamus et neurohypophyse, et j'ai une connexion vasculaire par le biais du système porte entre le système parvocellulaire et l'adénohypophyse. Donc voilà, donc on va conclure le cours TANA par d'une légère application clinique avec quelques notions de pathologie. La pathologie la plus fréquente au niveau donc de l'adénohypophyse et qu'on a hadrna عليها بزاف, c'est l'adénome, donc la tumeur bénigne au niveau hypophysaire. وشنو هما les causes, les facteurs étiologiques اللي يخلوني يكون عندي هاد l'adénome. J'ai bien sûr une cause ou un facteur congénital, ça peut arriver, donc c'est un facteur qui peut être génétique, c'est un facteur donc lorsque le bnadem il a l'adénome. Ça peut être de par un dysfonctionnement hypothalamique parce que l'hypophyse elle est sous le contrôle de l'hypothalamus. Si j'ai un excès de mes libérines, je vais surstimuler l'hypophyse. Et si je surstimule l'hypophyse, qu'est-ce qui se passe? Je peux développer donc cette tumeur bénigne, cet adénome. Ça peut être une cause directement hypophysaire. Mutation génétique au niveau de l'hypophyse qui fait que j'ai une prolifération d'un certain type de cellules et donc j'ai la présence d'une tumeur et donc d'un adénome. Ou là, ça peut être une cause périphérique. Maintenant, l'axe hypothalamo-hypophysaire, il est sous le contrôle des hormones, les glandes périphériques. Les HOMA, les glandes qui sont sous le contrôle de l'hypophyse, comme la surrénale, la thyroïde, les gonades, etc. Ce contrôle-là,
c'est le feedback. C'est un contrôle régulateur qui permet, lorsque les hormones périphériques يكونوا طالعين, d'inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire, et lorsqu'ils يكونوا هابطين, ils vont stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc si j'ai un problème avec le feedback, automatiquement, si j'ai un problème avec le feedback et qui ne fonctionne pas correctement, je ne vais pas pouvoir inhiber correctement les sécrétions hypophysaires et je peux donc avoir de l'adénome. On termine par une deuxième pathologie, donc l'hypophyse, c'est un syndrome. On l'appelle le syndrome de Sheehan. Ce syndrome-là, il sera généralement pour la femme juste après son accouchement. On peut être en présence donc d'une hémorragie postpartum. Si cette hémorragie postpartum n'est pas bien prise en charge, elle aura des conséquences sur l'hypophyse ou alash. Parce que l'hypophyse, on avait dit que pour la femme enceinte, à partir du 4e mois, on aura un développement de cette glande hypophysaire jusqu'à ce qu'elle atteigne le poids de jusqu'à ce qu'elle dépasse les 1 gramme. Augmentation du poids de cette hypophyse, elle est due justement à la prolifération des cellules mammotropes. Donc, si elle a proliféré, on doit lui assurer une bonne irrigation sanguine, on doit lui assurer une bonne vascularisation. Hémorragie postpartum, ça peut causer une perte de sang, une hypovolémie, qui va me causer une hypotension. Je perds du sang, la tension artérielle تنقص. Si j'ai une tension artérielle ناقصة, qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrai pas irriguer correctement certains organes, et l'hypophyse, vu qu'elle s'est développée, je ne vais pas pouvoir lui donner le sang elle va commencer à nécroser. Une nécrose de la glande pituitaire, de la glande hypophysaire ternant postpartum, va me donner des conséquences sur les glandes périphériques et le système endocrinien ternant. Je peux avoir un hypothyroïdisme, je peux avoir donc une insuffisance au niveau de mes hormones qui viennent de la cortico-surrénale, une aménorrhée, absence de règles au niveau donc du cycle menstruel, ou là, le premier signe qui permet donc de nous parler, qui nous permet donc de remarquer le syndrome de Sheehan, c'est l'absence de la montée laiteuse. C'est-à-dire que la glande mammaire ne sécrète pas de lait après l'accouchement, et ça pose un problème pour l'allaitement du bébé, par exemple. Voilà pour le cours. Je remercie encore une fois Dr Boulif pour le diapo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wassalamu alaikum wa rahmatullah.